Très heureux de vous retrouver pour cette grande édition sur La Voix Sainte TV. Voici les principaux titres de l'actualité. 13 février, une journée pour célébrer la radio à travers le monde. Thème de cette année, radio et sport. Vous entendrez la déclaration d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, dans cette édition. Séminaire de l'ordre de l'église de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, d'importantes résolutions prises. Et puis au Ghana, le président Nana Akufo-Addo engage des réformes socio-économiques pour réduire l'aide financière internationale de ce pays. Bienvenue à tous. L'ONG Portes Ouvertes a communiqué récemment les résultats du classement 2018 des pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens et attire l'attention sur les pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voici les 5 pays où la persécution est la plus sévère. Numéro 5. Le Pakistan. Les chrétiens pakistanais continuent d'être victimes de violences massives sous la forme d'attaques et d'agressions. De plus, les lois anti-blasphème donnent aux islamistes du pays l'occasion de mettre les chrétiens sous forte pression. Si un chrétien est accusé d'avoir insulté l'islam de quelque manière que ce soit, il court le risque d'être condamné à mort. S'il n'est pas condamné au tribunal, en cas de libération, les islamistes vont le poursuivre pour l'abattre. Numéro 4. Le Soudan. Historiquement, l'islam est profondément enraciné dans la société soudanaise. Sous le régime autoritaire d'Omar al-Bashir et de son parti, il n'y a pas d'état de droit. Les chrétiens sont parfois arrêtés sur de fausses accusations comme l'espionnage. Des bâtiments d'églises ont été démolis et récemment, le gouvernement a exercé une pression énorme sur les pasteurs et les responsables d'églises pour que leurs églises soient placées sous le contrôle du gouvernement. Numéro 3. La Somalie. Si un musulman décide de devenir chrétien, il court le risque d'être persécuté à mort par sa famille et par les autorités locales. En plus, les combattants du groupe terroriste Al-Shabaab surveillent tout particulièrement les chrétiens. Quiconque est suspecté d'être chrétien sera mis à mort. Numéro 2. L'Afghanistan. Les islamistes occupent un territoire de plus en plus grand et ont ainsi accru la pression déjà forte sur les quelques chrétiens du pays, lesquels ont été mis à rude épreuve. Tous les chrétiens afghans ont un arrière-plan musulman. Dès qu'il est avéré qu'un musulman a embrassé la foi chrétienne, sa communauté et sa famille élargie le menacent de mort. Les convertis se font parfois assassiner par leur propre famille. Et le numéro 1, la Corée du Nord. La surveillance exercée sur la population du pays s'est encore accrue en raison de l'isolation toujours plus grande du pays. La possession d'une Bible met des familles entières en danger. Des dizaines de milliers de chrétiens sont enfermés dans des camps de travaux forcés et beaucoup sont torturés à mort. Pour Kim Jong-un et son régime, les chrétiens sont des ennemis de l'État. Cependant, et malgré tout, l'Église grandit de façon souterraine et l'Évangile se répand en secret. L'index mondial de persécution des chrétiens, ce n'est pas simplement un classement et des chiffres. Ce sont aussi des histoires d'hommes, de femmes et d'enfants, dont la foi et la souffrance sont souvent passées sous silence. Portes Ouvertes leur donne la parole et appelle à la prière et au soutien. Visitez notre site internet portesouvertes.fr pour découvrir comment vous pouvez aider les chrétiens persécutés. L'ordre de l'église de Côte d'Ivoire, conduit par son président, le prophète Ablegui François, était en séminaire ce week-end à Yamoussoukro. Il s'est agi pour les séminaristes de réfléchir sur de nouvelles approches pour une institution plus dynamique. Ce séminaire a été marqué par la nomination des membres de la nouvelle équipe dirigeante et la mise sur pied de commissions exécutoires. Notre compte rendu. Après le séminaire de Dabo, relatif à la relance de ses activités il y a quelques mois, l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire a engagé de nouvelles réformes et procédé à une profonde restructuration. C'est dans le même élan que cette institution évangélique a convié ses membres, venus des 4 coins du territoire national, à un séminaire à Yamoussoukro du 9 au 10 février 2018. Objectif, asseoir une nouvelle approche stratégique pour une institution plus dynamique. Les séminaristes ont en effet
réfléchit à l'organisation et au fonctionnement des structures qui composent l'ODECI. Les travaux, répartis en 2 ateliers, ont abouti à des recommandations liées aux différentes feuilles de route des instances de l'ODECI. La grande innovation à ce séminaire a été la création des gouvernorats et la mise sur pied de commissions exécutives chapeautées par un comité de coordination dirigé par la révérende Akissi Kwame, médecin général. Elle nous donne ici un aperçu de la tâche qui attend les commissions. Nous pensons qu'à partir de maintenant, nous allons nous mettre au travail parce que chaque commission va nous donner son plan d'action. Et je pense qu'à partir de la fin de février, du mois de février, nous allons commencer les activités sur le terrain. Tous les groupes se sont bien comportés. C'est une équipe solide que le président, le prophète Ablégui a mis sur le territoire national afin de rehausser la dignité des hommes de Dieu sur le terrain pour qu'ils puissent prendre en charge et prendre en charge l'Église dont ils sont responsables afin que la dignité de l'Église, des membres de l'Église et que change et que l'Église ait une voix dans cette nation. Au thème des 2 jours de réflexion, le président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, le prophète Ablégui François, a fait connaître le nouvel organigramme avant d'appeler les uns et les autres à s'investir entièrement dans l'œuvre de Dieu, mais aussi à travailler constamment pour le relèvement de la dignité des serviteurs de Dieu. À la fin de ce séminaire, nous avons recueilli quelques propos de participants. Suivons ensemble. Je suis heureuse d'avoir participé à ce séminaire et je pense que nous allons apporter notre soutien aux différents pasteurs. Parce que sur le plan juridique, nous voyons que les pasteurs ont quelques difficultés et nous allons travailler, nous allons aider le corps de Christ, surtout l'ODECI et tous les membres de l'ODECI, vraiment à se retrouver quand ils sont convoqués à la police, quand ils ont des procédures qui s'adressent à nous, nous allons vraiment aider. Nous allons travailler pour l'ODECI. Je suis très heureux de participer à ce séminaire de l'ODECI. Moi, je n'ai pas venu, Dieu merci, je suis arrivé, heureusement que je suis arrivé. J'ai vu combien de fois ce séminaire m'a porté. Et puis, je suis très heureux parce que c'est une institution qui va aider toutes les églises, et moi en particulier. Donc, je bénis Dieu parce que cela s'est passé. Que tous ceux qui ont assisté soient bénis. Nous avons été pleinement enrichis depuis hier au cours de cet atelier de réflexion de redénomination de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé en commission et sur des éléments importants qui vont pouvoir animer la vie de l'ODECI qui s'est lancée dans une nouvelle dynamisation. Je voudrais dire que j'ai été enrichi, on a beaucoup appris et ça a été une bonne chose pour nous. Je pense que de tels moments doivent se répéter pour que davantage la réflexion soit faite pour l'avancement de l'ODECI et de l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. J'ai béni Dieu de ce que j'ai été convié à ce séminaire. J'ai participé et j'ai été richement béni. Je remercie le Seigneur, je remercie le président Ablégui. Et à l'issue de ce séminaire, j'ai été établi président de l'ordre des pasteurs. Et c'est une fierté, c'est un signe de joie pour moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais m'atteler à remplir cette tâche avec abnégation, avec loyauté. Et avec l'aide du Seigneur, je serai à la hauteur. Le Cameroun envisage de produire annuellement d'ici les 10 prochaines années 1,2 million de tonnes de riz conformément aux objectifs de production de riz du programme de développement de la filière rizicole. Frendi Soundé pour plus de détails. À en croire le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui a piloté ce projet, 5 régions du pays, le centre, l'extrême nord, le nord-ouest et l'ouest ont été choisis pour abriter des différentes rizicultures. Ce programme bénéficie de l'appui financier et de l'expertise technique des partenaires au développement, en l'occurrence la Chine, la Corée du Sud et le Japon. La réalisation d'un tel objectif viendra à coup sûr résorber le déficit de production et limiter les importations de riz qui engloutissent en moyenne 150 milliards de francs CFA. Le riz est l'un des produits les plus consommés au Cameroun.
D'après les services compétents du ministère de l'Agriculture, la production nationale annuelle de riz est estimée à 100 000 tonnes environ, pour une demande annuelle estimée à plus de 300 000 tonnes. À l'occasion de son deuxième discours sur l'état de la nation prononcé le jeudi dernier à Accra devant le Parlement, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a confirmé son intention de ne plus avoir recours à l'assistance du Fonds monétaire international. Jean-Jacques Denis. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a déclaré devant le Parlement le jeudi dernier à Accra au Ghana sa détermination à mettre en place des mesures pour assurer l'irréversibilité et maintenir la stabilité macroéconomique pour n'avoir aucune raison de demander à nouveau l'assistance de cette puissante organisation mondiale. Avec cette annonce, le président ghanéen maintient inchangée sa position adoptée à l'endroit du FMI depuis son accession au pouvoir en décembre 2016. Nana Akufo-Addo avait en effet annoncé en juillet 2017 qu'il ne comptait pas prolonger le programme économique et financier triennal conclu avec le FMI au-delà d'avril 2018. Pour rappel, le programme économique et financier triennal soutenu par une facilité élargie de crédit entre le FMI et le Ghana a été approuvé le 3 avril 2015. L'objectif poursuivi par ce programme consiste notamment à rétablir la durabilité de la dette et la stabilité macroéconomique dans le pays afin de favoriser le retour à une forte croissance et à la création d'emplois tout en protégeant les dépenses sociales. Média le plus dynamique, le plus réactif, la radio est célébrée tous les 13 février. Cette date a été entérinée par l'UNESCO le 3 novembre 2011 lors de la 36e conférence à la suite de la proposition initialement faite par l'Espagne. Pour cette édition, le thème est Radio et Sport, ange sacré. La journée mondiale de la radio est à sa 7e édition. Célébrons les sports traditionnels qui nous relient à notre héritage culturel, les sports populaires qui nous connectent avec nos communautés et les histoires inspirantes du sport qui défient les stéréotypes et qui couvrent de manière objective aussi bien les événements sportifs masculins que féminins. L'UNESCO lance à l'occasion de cette journée une campagne de sensibilisation en mettant à la disposition des radios du monde entier une série de spots mobilisateurs qui dénoncent les différences de traitement médiatique entre athlètes féminines et athlètes masculins et invitent toutes les stations de radio et organisations connexes à se rejoindre à nous pour la journée mondiale de la radio 2018, l'occasion de renforcer la diversité, la paix et le développement à travers la couverture sportive. Rappelons que les objectifs de la journée mondiale de la radio seront les suivantes: sensibiliser le grand public et les médias à la valeur de la radio, encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de la radio et renforcer la mise en œuvre et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Quel média permet d'atteindre le plus large public à l'échelle mondiale? C'est la radio. À l'heure où les moyens de communication progressent à une vitesse phénoménale, la radio a toujours d'immenses potentialités. Elle nous divertit, nous éduque, nous informe et nous inspire. Elle rassemble les communautés, les renforce et permet aux personnes marginalisées de faire entendre leur voix. Cette année, et alors que les Jeux olympiques d'hiver s'ouvriront bientôt, c'est l'occasion de rappeler combien les nombreuses manières dont la retransmission des événements sportifs permet de rassembler les gens. En cette journée mondiale de la radio, nous honorons à la fois la radio et le sport. Ces deux vecteurs qui ouvrent pour chacun le champ des possibles. Merci. 180 femmes ont reçu une attestation de fin de formation en entrepreneuriat. Cette cérémonie a été présidée par le ministre ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, le 9 février 2018. Martial Kwasi, compte rendu. Le rapport de la BAD, Banque africaine de développement en abrégé, sur la parité entre les sexes, publié en 2012, note avec insistance que les femmes africaines sont très entreprenantes. Elles sont propriétaires du tiers des entreprises en Afrique, avec le record de 61,9% en Côte d'Ivoire. Des femmes entrepreneurs sont présentes dans les micro-entreprises du secteur informel et dans des activités à faible valeur ajoutée et aux rendements marginaux. Selon le ministre, le défi à relever consiste à les rendre plus productives pour qu'elles parviennent à générer plus de revenus. Cette formation permettra donc d'améliorer leurs compétences.
Pour le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, Fama Touré, les femmes sont conscientes que le renforcement de leurs capacités constitue l'un des piliers de leur développement. Une femme bien formée est une femme responsable et autonome. Un appel a été fait aux établissements financiers pour une volonté de financer les activités des femmes, afin de leur permettre de contribuer efficacement au développement économique et social des Ivoiriens. Notons que cette formation permettra aux femmes d'avoir la confiance en soi, de faire ressortir la connaissance cachée de chacune d'entre elles. Notons que les diplômés sont issus des régions de Bouaké, Yamoussoukro et d'Abidjan. La Chine a présenté de nouveau un bilan excellent au monde en 2017. Avec cette performance, la Chine contribuera à l'économie mondiale selon les États-Unis le lundi 12 février à New York. Ibo Marius pour plus de détails. Dans l'ensemble, la Chine a poursuivi sa croissance régulière ces dernières années avec un élan de développement stable et favorable. Sa structure économique a été continuellement optimisée et la qualité et la vitalité de son économie se sont constamment améliorées. Premièrement, la contribution à la croissance économique mondiale continue d'augmenter. La croissance économique chinoise l'année dernière était équivalente à l'économie nationale totale du pays qui occupait la 14e place en 2016 dans le monde. Deuxièmement, la structure économique est constamment réformée et optimisée. En 2017, la Chine a continué à mettre en œuvre une restructuration économique solide et le résultat de l'optimisation structurelle a été évident. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire ont représenté respectivement 7,9%, 40,5% et 51,6% du PIB. Le secteur tertiaire a eu une augmentation de 6,3 points en pourcentage du PIB et est devenu désormais le principal moteur de la croissance économique ensemble avec le secteur secondaire. Au point de vue de la structure de la demande, des dépenses de consommation ont contribué à 58,8% à la croissance économique. L'économie chinoise est équipée désormais de deux moteurs, l'investissement et la consommation au lieu du seul moteur d'investissement. Au point de vue de l'importation et de l'exportation, le volume annuel a augmenté de 14,2% par rapport à l'année dernière. Les exportations sont en hausse de 10,8% et les importations ont augmenté de 18,7%. Troisièmement, de nouvelles industries se développent et sont devenues de nouveaux moteurs à croissance. Quatrièmement, enfin, l'efficacité et la qualité de l'économie se sont beaucoup améliorées. En 2017, la Chine a accéléré les pas pour libérer les bonus des réformes, favoriser la transformation de quantité à qualité. Le prix Mo Ibrahim 2017 pour un leadership d'excellence en Afrique a été décerné lundi à Londres à Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, a annoncé la fondation Mo Ibrahim au thème de la réunion du comité indépendant d'attribution du prix. Martial Kwasi, commentaire. Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria de 2006 à 2017, devient ainsi le 5e lauréat du prix Mo Ibrahim, qui récompense et célèbre l'excellence du leadership sur le continent africain. Le prix Mo Ibrahim vise à distinguer les dirigeants qui, au cours de leur mandat, ont développé leur pays, renforcé la démocratie et les droits humains au bénéfice de leurs concitoyens et ouvert la voie à une prospérité durable et équitable. Dans un communiqué de presse, le comité du prix a salué le leadership exceptionnel d'Ellen Johnson Sirleaf et sa capacité à redresser un pays dévasté par de nombreuses années de guerre civile et confronté à des défis sans précédent et renouvelés. Selon Dr Salim Ahmed Salim, président du comité du prix qui annonçait la décision, Ellen Johnson Sirleaf a pris les rênes d'un pays totalement détruit par la guerre civile et conduit un processus de réconciliation visant à la reconstruction d'une nation et de ses institutions démocratiques. Tout au long de ces 2 mandats, elle a travaillé sans relâche pour le compte de ses concitoyens. Un tel parcours ne peut pas être sans faille et aujourd'hui le Libéria reste face à de nombreux défis. En 12 années de mandat, Ellen Johnson Sirleaf a coulé les fondements sur lesquels le Libéria peut désormais poursuivre sa reconstruction, a poursuivi Dr Ahmed Salim.
Pour rappel, Ellen Johnson Sirleaf a été élue présidente du Libéria le 16 janvier 2006 après avoir remporté les élections nationales de 2005. Après un premier mandat de 2006 à 2011, elle a été réélue avec succès pour un second mandat de 2012 à 2017. Visiblement, les heures de Jacob Zuma à la tête de l'État sud-africain sont comptées, car le parti veut en finir avec 9 ans de présidence écornée par des scandales de corruption. Les heures de Jacob Zuma à la tête de l'État pourraient être comptées en Afrique du Sud. La nuit dernière, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, a décidé de rappeler le président. Autrement dit, l'ANC vient de le suspendre et lui donne 48 heures pour démissionner de son deuxième mandat. Une décision prise au terme d'une réunion marathon du parti dans un hôtel de Pretoria. Le vice-président Cyril Ramaphosa lui a annoncé la nouvelle, mais jusqu'à présent, Jacob Zuma a refusé de quitter ses fonctions malgré les nombreux appels de sa formation dirigée depuis l'an dernier par son bras droit. Ce dernier s'est engagé à lutter contre la corruption qui a entaché les 9 années de présidence qui viennent de s'écouler. Si j'étais Zuma, je démissionnerais parce que son mandat est terminé. Tout le monde le déteste. Il ferait mieux de se retirer. Je pense qu'il est vraiment temps qu'il parte, qu'il quitte ses fonctions et qu'il soit également poursuivi. L'image de Jacob Zuma a été écornée par des accusations de corruption, même s'il n'a pas été reconnu coupable dans les affaires dans lesquelles il a été mis en cause. Un mot de sport dans cette édition. L'Autrichien Marcel Hirscher a décroché sa première médaille d'or olympique de sa carrière mardi en ski alpin et prend une longueur d'avance sur les Français Alexis Pinturo et Victor Moufa-Jandé. L'Autrichien Marcel Hirscher confirme son statut d'intouchable sur les pistes. Le sextuple vainqueur de la Coupe du Monde de ski alpin décroche sa première médaille d'or olympique dans le combiné. Et pourtant, il a longtemps hésité avant de participer à cette épreuve qu'il n'apprécie pas vraiment. À ses côtés, tout sourire sur le podium, les Français Alexis Pinturo et Victor Moufa-Jandé. Autre sourire, celui de l'américaine Chloé Kim, l'adolescente star du snowboard halfpipe. Elle décroche à 17 ans son premier titre olympique, elle qui à 13 ans n'avait pas pu participer aux JO de Sochi en raison de son trop jeune âge. Dans l'épreuve mixte de curling, la Russie s'empare du bronze à Pyeongchang en battant la Norvège sur le score de 8-4. La finale opposera ce mardi après-midi le Canada à la Suisse. Une note triste dans cette édition, la mission internationale d'évangélisation et de délivrance des âmes, MIEDA, est en deuil. 2 de ses pasteurs ont succombé dans un accident de la circulation le vendredi 9 février 2018 à l'entrée de la ville de Yamoussoukro. Il s'agit du pasteur Conan Théodore et du sage Kofi Ndri Eugène, le père de notre collègue Cynthia Kofi de Radio La Voix Sainte. Le groupe La Rédemption adresse ses condoléances à Cynthia Kofi et à toute la grande famille MIEDA. Notons qu'une forte délégation de l'ODC conduite par son président, le prophète Ablegui, est allée exprimer son réconfort et sa compassion au leader de la MIEDA, le prophète Djea Kwadjo, dans l'après-midi du samedi 10 février 2018. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes.